Bonjour, moi c'est Jean-Marc et je suis heureux de vous retrouver sur Hit Sensation 85 pour ce nouvel épisode de Destin criminel. Aujourd'hui, nous allons partir il y a 25 ans à Nancy en Meurthe-et-Moselle. Il y a un grand canal, le canal de la Marne au Rhin, et c'est là que les bateliers firent des découvertes macabres. En effet, des pieds, des mains et même des entrailles humaines qui sont retrouvées pendant plusieurs jours. Au premier abord, on se dit c'est peut-être un suicide. En effet, dans les canaux, c'est assez fréquent. Et en général, quand il y a un suicidé ou un noyé accidentel, les péniches se chargent de découper les cadavres. Mais là, c'est trop chirurgical, c'est trop propre, si on peut dire. Et donc, les enquêteurs se méfient quand même. Et donc, ils décident, comme il y a une main, d'identifier le cadavre grâce aux empreintes génétiques et aussi aux empreintes digitales. Donc une des victimes, car vu le nombre de débris humains, il y a sûrement plusieurs victimes. Donc il s'agit d'un Allemand, Hans Gassen, 55 ans, il est domicilié en Basse-Saxe, et il est fiché dans les diverses polices frontalières pour du trafic de voitures de luxe entre les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Albanie. Bon, vu le pédigré, on peut penser à éventuellement un règlement de compte dans ce milieu, mais bon, pourtant, Hans Gassen est loin d'être une grosse pointure. Faute de mieux, l'enquête se dirige vers cette piste. Comme elle donne rien, on élargit un petit peu et on s'aperçoit que Hans Gassen a été détenu dans la Meuse, au centre de détention de Saint-Mihiel, et on s'intéresse un petit peu à ses co-détenus. Et c'est là que les policiers font tilt sur un nom. Il s'agit de Nadir Sedrati, 61 ans. Ce dernier a déjà été condamné pour des escroqueries, des usurpation d'identité. Ce qui met la puce à l'oreille aux enquêteurs, c'est que son nom a été cité dans le cas de disparition inquiétante, et bien qu'il n'ait pas été mis en examen, il y a de fortes présomptions contre lui. Par exemple, en novembre 85, il comparaît devant la cour d'assises de Charente-Maritime. Il est accusé d'avoir fait disparaître André Gachy, un enseignant retraité, dépressif, qui se soignait dans une maison de repos à Verrières, en Haute-Savoie. Il l'avait fréquenté en 1982 et avait utilisé son appartement et sa voiture, et aussi usurpé son identité pour toucher ses indemnités de longue maladie. En absence de preuves, il est finalement acquitté. Mais quelques années plus tard, il est poursuivi pour l'enlèvement et la séquestration dans l'affaire de la disparition de Léo Cros, un habitant de Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Comme dans l'affaire précédente, il est relaxé en 1995 par le tribunal correctionnel de Créteil, car aucun cadavre n'a été retrouvé. En revanche, comme il a vécu dans l'appartement de la victime, il est condamné à 5 ans de prison pour usurpation d'identité, faux et usage de faux. Et c'est à la suite de cette condamnation qu'il fait la connaissance de Hans Gassen en prison. Mais intéressons-nous un peu maintenant au portrait de Nadir Sedrati. Mais qui est-il ? Il est né le 26 mars 1938 à Gavet, dans l'Isère. Il est d'origine algérienne et il est le cadet d'une fratrie de 2 enfants. Son frère aîné, Miloud Sedrati, est né le 5 octobre 1935. L'enfance de Nadir a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père y meurt le 12 septembre 1941, alors que Nadir n'a que 3 ans et que son frère n'a pas encore 6. En septembre 1945, Nadir et son frère sont placés dans un orphelinat en raison de l'incapacité de sa mère, suite au décès de son père, de faire face à leur éducation. Le 2 octobre 1946, à l'âge de 8 ans et demi, Nadir est baptisé à l'église de Douvaine et on lui redonne un nouveau prénom, Dominique. Au fur et à mesure qu'il grandit, il finit par se convaincre qu'il s'appelle vraiment Dominique. C'est plus tard, dans les années 50, qu'il découvrira la vérité en retrouvant ses papiers d'identité. Il verra qu'il ne s'appelle pas Dominique, mais bien Nadir Sedrati. Et il découvrira également que son père, qu'il n'a pas connu, est mort durant la Seconde Guerre mondiale. Il a une adolescence chaotique et il enchaîne les petits larcins. En 1957, à l'âge de 19 ans, il s'engage dans l'armée et il part effectuer sa période pendant la guerre d'Algérie. Il est rapidement déstabilisé par le fait de se battre contre les militaires algériens qu'il considère un peu comme ses frères. Donc il décide, plutôt que de faire son devoir militaire, de monter des escroqueries. Et il finit par être arrêté et renvoyé de l'armée. Il fait son premier séjour en prison en 1962 à l'âge de 24 ans pour escroquerie. Il est ensuite condamné en 1963 par le tribunal correctionnel pour escroquerie. Il sera ensuite de nouveau condamné une quinzaine de fois de la prison ferme à chaque fois pour escroquerie. Il ira même faire des séjours en hôpital psychiatrique afin d'éviter la prison, toujours dans les affaires d'escroquerie. En 1969, il a failli se marier avec une jeune Algérienne, mais la visite dans la belle famille s'est très mal passée.
car la belle famille ne supportait pas ce gendre, soi-disant Nadir, mais qui en fait s'appelle Dominique, qui ne parle pas arabe, et qui n'est pas circoncis, et qui ne pratique pas la religion. Ensuite, pour Nadir, la vie est un long fleuve loin d'être tranquille. Les années 70, les années 80, la prison, la psychiatrie, la prison, la psychiatrie. C'est durant un de ces internements qu'il fera la connaissance d'André Gachy, dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais revenons à notre enquête pour les corps retrouvés dans le canal. Donc la police décide d'aller faire une perquisition chez Nadir Sedrati, à Laxou, dans Meurthe-et-Moselle. Et en perquisitionnant, ils s'aperçoivent qu'il a créé une société de transport bidon, appelée Inter-Europe Diffusion, mais beaucoup plus troublant pour quelqu'un qui habite dans un appartement d'une cité HLM, il trouve une broyeuse à végétaux, et en plus celle-ci est couverte de taches suspectes. Les enquêteurs y trouvent aussi une scie, des couteaux de boucher, ainsi qu'un paquet de cyanure. En outre, des grosses traces de sang ont été dissimulées sous le lino. Tous ces éléments sont suffisants pour le mettre en examen et l'incarcérer le jour même. Interrogé, il reconnaît avoir été en contact avec Hans Gassen le 20 mai dans le but de monter avec lui une affaire de trafic de camions international et de drogue, d'où la société bidon qu'il avait créée. Un autre ancien détenu, un Allemand lui aussi, devait participer avec eux à ce trafic. Son nom est Hans Müller. Et selon Nadir Sedrati, c'est lui qui aurait tué son compatriote d'un coup de couteau alors que les trois hommes se trouvaient dans son studio. Pris de panique, il aurait pris la fuite, puis plus tard serait revenu chez lui et il aurait aidé Hans Müller à se débarrasser du corps qu'il aurait préalablement découpé. Les policiers de la PJ de Nancy prennent donc contact avec leurs homologues allemands et ils interpellent Hans Müller. Lui, il nie toute implication dans ce meurtre et a visiblement un alibi pour ce moment-là. Alors les policiers, pendant qu'ils ont perquisitionné, ils ont trouvé aussi des papiers d'anciens détenus qui étaient en prison en même temps que Sedrati. Il s'agit de Gérard Steil et de Norbert Ronfort, qui eux aussi ont disparu juste à la sortie de prison. Or, durant l'été 1999, 2 autres cadavres sont repêchés dans le canal nancéen. Ça commence à faire beaucoup pour celui qui se présente comme un petit escroc. L'ADN de l'un des cadavres permet d'identifier Gérard Steil. En revanche, le corps de Norbert Ronfort n'a jamais été retrouvé. Après plus de 2 ans d'instruction, Nadir Sedrati est renvoyé devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle en avril 2002. Il est accusé d'avoir tué les 3 hommes en ayant versé du cyanure dans leur café, puis d'avoir tenté de les faire disparaître en les découpant et en les jetant dans le canal. Dans la salle d'audience, son comportement et sa tenue vestimentaire bariolée lui donnent l'air d'un faux clown. Intarissable lorsqu'on l'interroge, il axe sa ligne de défense sur le fait que d'autres personnes à qui il a usurpé l'identité sont encore en vie, et qu'il est certes un escroc, mais pas un assassin. Mais son aspect comique va perdre son effet lorsque les experts psychiatres vont défiler à la barre. Ils vont dresser son profil. Tous le décrivent comme un manipulateur, un fabulateur, un simulateur, un homme dangereusement pervers, et en raison de son âge, aucun traitement n'est envisagé. On apprend qu'en détention, il a essayé de simuler la folie pour éviter le procès, en particulier en avalant ses propres excréments. Mais sa ligne de défense va se fissurer en raison de ses incohérences. Par exemple, lorsqu'il raconte avoir goûté du cyanure dans du café pour prouver qu'il était impossible d'empoisonner quelqu'un. C'est quand même une drôle de défense. Il a pour assurer sa défense l'un des ténors de la région Grand Est, Gérard Welzer. Il a essayé de minimiser le rôle de son client en chargeant au maximum Hans Müller, qui selon lui est le seul à avoir un véritable mobile. Mais les jurés vont suivre le réquisitoire particulièrement accablant de l'avocat général et condamnent Nadir Sedrati à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Nadir Sedrati décide de faire appel. Lors de son second procès à Metz, en mai 2003, l'accusé se fait plus discret. Et son avocat, maître Welzer, crée un coup de théâtre. En effet, un témoin affirme avoir vu Norbert Ronfort vivant. Mais le témoin n'est pas crédible et la justice n'en tiendra pas compte. Les experts psychiatriques assurant que Sedrati pourra récidiver, le dépeceur du canal, comme l'a surnommé la presse, est à nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette fois, la période de sûreté est passée à 22 ans. On remarquera aussi les progrès de l'ADN. En effet, entre les 2 procès, une micro-tache de sang retrouvée dans l'appartement de Nadir Sedrati permettra de rattacher Ronfort à sa liste de victimes. Nadir Sedrati est ce qu'on appelait dans le jargon criminalistique un coucou. Il se débarrasse des victimes pour endosser leur identité, toucher les éventuelles prestations sociales ou retraites. Comme tous les escrocs, il a l'air sympathique, une allure bonhomme, et c'est ce qui en fait un individu particulièrement dangereux. Car en général, on ne se méfie pas, surtout d'un homme d'un certain âge, et c'est là qu'est l'erreur.
Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur Hit Sensation 85 pour un nouvel épisode de Destin criminel.